Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de stratégie à dividendes mensuels sur des actions du PEA. Et cette vidéo elle fait suite à la première vidéo sur le sujet et qui concerne la stratégie, qui concerne le calendrier des dividendes et qui concerne l'éligibilité au PEA et un exemple de calendrier sur des actions du stock 600 et avec leur performance. Et c'est ces actions-là dont nous allons faire l'analyse fondamentale dans cette vidéo. Je vous mets le lien vers cette première vidéo si vous ne l'avez pas vue directement. Nous allons faire cette analyse fondamentale selon les 8 critères qui sont sur la gauche, les 5 critères essentiels et les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes. Et si vous n'êtes pas encore habitué à ces critères, voici le détail avec le lien dans la vidéo qui détaille tous ces critères. Mais avant de commencer, allons voir un petit rappel sur la stratégie. Du coup, la stratégie à dividende mensuel, l'idée c'est vraiment de se faire une rente des revenus mensuels. On n'est pas sur une stratégie à fort dividende, donc c'est pas forcément une rente tout de suite. On n'est pas non plus sur des dividendes aristocrates, donc c'est pas forcément une rente à l'avenir. Là, c'est pas forcément ça l'idée. Là, l'idée c'est vraiment d'avoir des revenus mensuels pour entre guillemets remplacer un salaire. L'idée c'est d'essayer de se faire ces revenus au fur et à mesure et d'en avoir un peu qui tombent tout au fur et à mesure de l'année, comme si on avait un salaire, même si c'est un peu différent. L'idée c'est d'avoir des revenus équivalents chaque mois pour se faciliter la gestion des finances. Bien sûr, ça dépend de vous, à quel point si vous recevez une grosse somme au mois de janvier et puis plus rien dans l'année, est-ce que vous êtes capable de la gérer ou non, ou est-ce que vous préférez effectivement en avoir au fur et à mesure de l'année et qui vient plus rapidement comme ça. Du côté des sociétés, au niveau des États-Unis, les dividendes ils sont très souvent trimestriels. On a vu avec Realty Income par exemple, il y a même carrément du mensuel, mais c'est quand même très rare. Par contre, au niveau européen, là c'est plus très rare ceux qui sont trimestriels, c'est plutôt annuel ou à la limite biannuel, donc 2 fois par an. Mais sinon, semestriel si vous préférez. Mais sinon, pas grand chose d'autre. Mais du coup, l'idée dans cette stratégie, voilà, ça c'est pareil, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez absolument avoir un revenu équivalent chaque mois, comme si on avait un salaire, et donc du coup, faire ces choix de société à dividendes, il faut forcément qu'elle verse des dividendes, sinon ça ne fonctionne pas, mais qui soient complètement équivalents chaque mois. L'idée dans cette action, dans cette stratégie-là, dans ce style-là, c'est toujours pareil avec les dividendes, et bien ça nous permet de réinvestir sans vendre. On peut réinvestir sans vendre des actions, en gardant complètement ces actions-là à vitam aeternam si on le souhaite. Ça c'est pareil, ça dépend de la stratégie. Et en plus, dans le réinvestir sans vendre ici, vu que ça tombe mensuellement, on pourrait même se faire une stratégie qui consisterait à les dividendes reçus en janvier, on les réinvestit dans les actions qui vont verser des dividendes en février, les dividendes reçus en février dans les actions de mars, et ainsi de suite. Et comme ça, vous profitez des intérêts composés vraiment très très rapidement, puisque vous imaginez, vous venez à peine d'avoir les dividendes qui viennent de tomber en janvier et vous pouvez déjà les réinvestir dans les actions qui vont verser un dividende très prochainement, donc avec des dates de détachement du dividende qui arrivent très vite. Bien sûr, donc ça voilà, donc ça c'est intérêt composé au maximum, effet boule de neige au maximum, et ça peut permettre des choses très intéressantes de ce point de vue là, et c'est toujours après tous les bénéfices classiques on va dire des dividendes. Il y a quand même des inconvénients, bien sûr, comme dans toute technique, la pérennité du dividende, on en reparle, puisque je vous l'avais mis déjà dans les forts dividendes, je vous l'avais mis dans tout ça, et bien là c'est la même question qui va se poser, c'est qu'est-ce que vous faites si la société ne verse pas de dividende? Vous aviez prévu que la société verse le dividende en avril, elle ne le verse pas en avril, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous sortez la société de cette stratégie mais vous la gardez pour une autre stratégie? Est-ce que à chaque fois est-ce que pour vous c'est un critère et vous vendez? Tout ça, voilà, il faut faire attention. En tout cas, la pérennité du dividende, c'est bien à un statut, on peut essayer de l'imaginer, de l'envisager avec les ratios de distribution, les critères que je vous présente, etc. Mais par contre, il n'y a rien qui est sûr. Donc, il faut faire attention. Il y a aussi un autre problème, donc là on se recentre sur le PEA, on verra aussi du côté américain, mais avec les dividendes trimestriels ce sera un peu moins problématique. Mais chaque mois, dans tous les cas, la proportion elle est inégale de sociétés qui versent un dividende. Donc là c'est si on s'intéresse à la date de paiement du dividende. Vous allez voir que globalement du côté de l'Europe, il y a 3 mois, même presque 2. Les 2 mois là où il y a le plus de sociétés qui en versent, c'est en mai et en juin. Il y en a beaucoup quand même en avril, mais tout ce qui est après le premier trimestre ou le dernier, ou même
les mois plutôt d'août-septembre, octobre, c'est un peu vide, quoi. Et donc du coup, eh bien, il faut réussir à jongler à ce niveau-là. Vous allez voir quand je vais vous faire le calendrier avec les sociétés qui ont seulement performé là, et vous verrez qu'il y a vraiment une proportion complète de sociétés différentes, et sur les mois de mai et juin, je vous les présente même pas tous parce que il y en a vraiment beaucoup trop. Donc ça peut être un peu embêtant parce que du coup ça peut vous faire des mauvais choix. Puisque du coup vous voulez absolument une société en janvier, mais par rapport à vos critères, il n'y en a pas beaucoup, et donc du coup ça peut un peu limiter, et au lieu de prendre une société qui serait bonne et qui serait au mois de février, vous prenez celui de janvier. Donc ça c'est pareil, à vous de voir, est-ce que c'est problématique pour vous s'il y a quelques mois où il y a des trous ou pas du tout. Tout ça c'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez gérer par exemple cette rente équivalente, pas tous les mois mais tous les 2 mois, pour pouvoir, on va dire, réussir à lisser ça? Est-ce que vous préférez la gérer par trimestre et du coup vous dire bon ça va, j'arrive à gérer au niveau de la facilité de ma gestion de finances, c'est correct par trimestre? Voilà, tout ça c'est plein de choses, mais il faut penser à ces inconvénients-là. Le choix de société moins convenable, c'est ce que je vous ai dit, c'est effectivement, vu qu'il y a la proportion inégale, si vous êtes sur des critères complètement câblés, etc., vous pouvez être amené à vous dire je veux absolument une société en janvier, mais finalement il n'y en a pas qui rentrent dans vos critères, et du coup vous en prenez une quand même, soit parce que vous vous dites oh, sur le mois de janvier les critères je les fais un peu sauter, etc. Et donc du coup vous pouvez être amené à faire le choix d'une société qui vous plaît moins par rapport à si vous aviez pris le mois d'après. Donc faites attention à ça, il faut que vous soyez très clair dans les critères et que vous respectiez concrètement votre stratégie. Ça peut être une stratégie de prendre une société moins convenable, mais faites attention. Ensuite, il y a quand même un petit bémol à tout ça, vous allez voir, moi je vous ai présenté un calendrier de dividendes, mais si vous regardez année après année sur une société, eh bien sa date de paiement du dividende, je me suis intéressé à la date de paiement, parce qu'il y a la date de détachement d'abord, qui est là où il faut posséder l'action pour pouvoir avoir le dividende, et cette date de dividende, le paiement de ce dividende va se faire à une date ultérieure. Et après, il y a le petit délai du broker, du courtier, généralement c'est très très court. 24, 48 heures peut-être, mais c'est vraiment très très court. Mais en tout cas, ce qui est à noter, c'est qu'il y a une variabilité dans la date de paiement du dividende. Il y a des sociétés qui sont vraiment câblées, ça tombe tout le temps en mai. Il y en a d'autres, c'est un peu plus difficile à savoir. Donc moi, ce que je vous ai mis généralement, ce que j'ai considéré, c'est ce qui s'était passé la dernière année. Et comme ça, je me dis, on espère que l'année suivante, ils vont faire la même chose. Et puis en plus, de la même façon, avec des années comme la pandémie en 2020, il peut y avoir des dividendes qui sautent des mois ou qui passent de février à avril ou des choses comme ça. Ça se trouve complètement. Et donc du coup, c'est pour ça que je vous amenais un peu à cette réflexion de est-ce que vous voulez vraiment la gérer par mois ou est-ce que ça vous dérange que ça soit pas complètement équivalent chaque mois? Il faut réfléchir à tout ça puisque du coup il y a cette variabilité qui peut arriver et qui peut du coup entraîner un peu des choses différentes. De la même façon, cette variabilité, elle est aussi, même si moi je vous les ai mis par mois, entre le 2 avril et le 25 avril, c'est pas la même chose. Vous ne recevez pas au même moment. Donc il y a ça aussi à prendre en compte parce que le 25 avril est beaucoup plus proche du 2 mai que du 2 avril. Donc voilà, pourtant la société, je l'ai mis en avril. Il y a tout ça à réfléchir et tout ça, ça peut effectivement venir un peu contrecarrer vos plans de quelque chose qui serait parfaitement structuré. C'est toujours pareil, ça ne peut pas être parfaitement puisque on ne maîtrise pas tout ce qui va être décidé dans les différents conseils d'administration des sociétés. Toujours plein de choix, on va revenir sur les mêmes choix qui sont à faire sur les stratégies, mais c'est souvent les choix des dividendes, de beaucoup de styles de stratégie. Est-ce que vous partez sur une stratégie de DCA ici, qui est possible, avec le réinvestir sans vente que je vous ai dit, et, votre DCA c'est on investit au fur et à mesure, et à chaque fois qu'il y a un dividende qui tombe, ça tombe dans les sociétés du mois d'après, et ainsi de suite. Et après, de la même façon, votre DCA, vous pouvez vous dire, est-ce que je le fais au niveau global? Est-ce que je renforce les sociétés du mois où j'ai moins de paiements pour l'instant de dividendes, estimés en tout cas, ou même par rapport à l'année d'avant? Voilà, c'est à vous de voir, mais ça peut être un DCA comme ça, où c'est pas forcément, vous mettez exactement la même proportion sur chaque société, ça peut être, vous mettez la proportion en fonction du paiement du dividende de l'année d'avant sur tel mois, et donc du coup renforcer le mois de février s'il a été moins bon,
ou ne pas renforcer le mois de mai parce qu'il a été très bon l'année d'avant. Tout ça, c'est des choix, et puis après, ça peut être aussi ne pas vouloir trop vous exposer à une certaine société et accepter un peu plus de variation, de moins d'équilibre, mois après mois, des dividendes. Il va toujours y avoir aussi la question, vous pouvez jouer votre DCA en mode timing, c'est-à-dire même si vous avez effectivement pris des sociétés qui versent globalement leurs dividendes chaque mois, plutôt jouer sur le timing et donc aller sur des actions où elles sont à un bon prix actuellement, où vous allez jouer un rebond, etc. pour pouvoir profiter au maximum du dividende, puisque le dividende annoncé, le montant, je vous le rappelle, c'est sur le cours actuel du cours de bourse. Donc si vous réussissez à faire des timings et à prendre les sociétés moins chères, et bien forcément, même si la société annonce par exemple 2% de dividende à une date donnée, mais vous l'avez eu 50% moins cher l'action, et bien forcément, vous aurez largement plus de 2% de dividende, ce qui peut être intéressant. La durée d'investissement est toujours à réfléchir, pareil, on parle de DCA, on parle de durée d'investissement, qu'est-ce que vous faites si le dividende n'est plus versé pour cette société? Tout ça, c'est des critères qui sont à mettre en place. Et donc du coup, ce qui va avec, toujours, mettez des critères d'achat et de vente des actions. Pourquoi vous avez acheté l'action? Pourquoi vous la vendez? Qu'est-ce que vous faites si l'action passe durablement son dividende de la date de paiement de février à mai par exemple? Alors que vous comptiez sur cette entreprise pour vous verser un dividende en février, et maintenant ça passe en mai, ça vous dérange? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vendez pour en acheter une autre? Est-ce que vous ne la vendez pas? Tout ça, c'est vraiment à déterminer. Et les durées d'investissement aussi, même si dans une stratégie à dividende, généralement, on va aller plutôt sur du long terme pour pouvoir faire ces dividendes justement mois après mois et pouvoir potentiellement réinvestir, comme je vous l'ai dit, mois après mois et profiter d'un intérêt cumulé très rapide. Il y a toujours aussi cet aspect diversification à faire attention. Je vous ai dit, il y a moins de sociétés qui vont, la proportion est inégale au niveau des sociétés, donc faites attention à votre diversification. Est-ce que vous voulez une diversification sectorielle au fur et à mesure de l'année? Donc si par exemple vous prenez une seule société par mois, c'est vous qui choisissez, est-ce que vous voulez quand même un secteur? Et donc du coup, faites attention à avoir un secteur par mois. Est-ce que vous vous en fichez complètement? Tout ça, c'est des choses à définir. Et pareil, est-ce que vous voulez vraiment une seule société par mois ou plusieurs? De la même façon, donc le PEA, le CTO, donc là aujourd'hui on voit pour le moment pour ces premières séries de vidéos on voit le PEA, ensuite il y a toujours la possibilité d'aller sur CTO, sur des actions qui ne sont pas éligibles au PEA, les actions qui ne sont pas européennes ou les actions suisses, les actions anglaises, les actions américaines, certaines actions immobilières qui même si elles sont au niveau des pays où généralement c'est éligible au PEA, ne sont pas éligibles au PEA, ou même des sociétés au Luxembourg par exemple, comme nous avons pu voir avec SES. Enfin, toujours pareil, pensez bien à votre sélection d'actions ou d'ETF pour répondre à votre stratégie. Donc la sélection d'actions, quels sont les critères de ces actions, mis à part qu'elles vont répondre à, elles versent un dividende et elles vont tomber, la date de paiement du dividende va tomber tel ou tel mois, selon la stratégie de dividende mensuel, quels autres critères vous souhaitez absolument sur cette action et qu'est-ce qui vous fait que vous allez la prendre ou vous n'allez pas la prendre, et justement éviter de tomber dans le piège de choix de sociétés moins convenables, même si elles versent leurs dividendes dans le mois qui vous intéresse. De la même façon, vous pouvez passer par des ETF pour faire ça, mais là, dans ce cas-là, du coup, allez regarder pareil la composition de l'ETF pour savoir à quel point il va y avoir des dividendes et quelle proportion de dividendes il va y avoir chaque mois, et du coup, comment vous gérez cet ETF ou même ces ETF, parce que ça peut être des ETF par secteur par exemple, et du coup, quelle est l'allocation que vous mettez sur chacun des ETF pour pouvoir répondre à votre demande de rente mensuelle en tout cas. Et pensez dans tous les cas, à chaque fois, c'est pour ça que je vous mets tous ces critères là, définissez bien les choses et gardez psychologiquement bien la tête froide pour maintenir votre stratégie. Vous verrez plus tard si elle fonctionne, et du coup vous pouvez très bien adapter votre stratégie, mais évitez de la changer tout le temps. Si elle fonctionne, elle fonctionne. Si peu importe après si vous battez le marché tous les ans ou pas tous les ans, c'est pas parce qu'une année vous ne battez pas le marché que les 5 années d'après avec la même stratégie vous n'allez pas le battre. Ça dépend beaucoup, mais réfléchissez bien à votre stratégie et fixez-la vous.
Les sociétés qui vont être présentées maintenant font partie de l'exemple du calendrier, donc ce sont des sociétés de l'Eurostoxx 600 et elles ont été triées par rapport à leur performance sur les 3 dernières années. Nous commençons donc par le mois de janvier et la meilleure performance au niveau des sociétés pour le mois de janvier qui verse un dividende en janvier. Il s'agit de l'entreprise Kering, entreprise du luxe français que nous avons déjà vu ensemble puisque la dernière mise à jour date du mois d'octobre et je vous mets en lien la vidéo de ce mois d'octobre. Côté Kering, un seul critère est à mettre à jour, il s'agit du PER de l'indice de cherté, nous y reviendrons. Côté business, pas de grandes actualités côté Kering, ça reste du vert, c'est un business qui n'a aucun souci à se faire de ce côté-là. La capitalisation boursière reste une grosse capitalisation boursière du CAC 40, du Stock Europe 600, et donc du coup c'est du vert également. Côté résultats, c'est toujours en vert clair, pas de changement, c'est toujours globalement en augmentation, mais même s'il y a certaines années où ça n'augmente pas par rapport à l'année précédente, et donc pas de souci de ce côté-là, du vert clair. Côté cours de bourse, c'est 215% d'augmentation sur 5 ans, c'est encore une grosse augmentation sur 3 ans, et donc pas de souci non plus à se faire sur cette partie-là, et c'est donc du vert, et je vous rappelle que la société arrive en première au niveau des performances sur les 3 dernières années, et donc elle se retrouve ici pour le mois de janvier, à représenter le mois de janvier dans cette première vidéo. Côté dividende, le rendement est certes relativement intéressant, dans la zone moyenne à 1,25%. Ce dividende est en augmentation globalement année après année, même s'il y a des années un peu plus en écart. C'est 15% de croissance en moyenne par an sur les 5 dernières années, donc une très forte croissance du dividende. Et en plus de ce dividende moyen et en augmentation, le ratio de distribution est relativement bien maîtrisé. Quelques fois c'est un peu au-delà des 60%, mais sinon nous sommes quasiment tout le temps en deçà de la zone des 60%, et donc c'est très bon pour la santé financière de l'entreprise, pour sa sécurité et son développement. Allons donc mettre à jour le dernier critère qui nous manque, le PER. Le PER, le ratio cours sur bénéfice pour Kering, est affiché à 26,73. Il a donc augmenté depuis la dernière fois, depuis octobre, et est passé désormais dans la zone élevée qui s'étale de 25 à 35, et c'est la zone que nous mettons en orange. Il se dégrade donc un petit peu. Cela s'explique tout simplement puisque vous voyez, hein, si on prend le graphique ici, je ne sais pas exactement, la vidéo a été plus vers, voilà, prenons le 22 octobre, c'est très bien, et bien vous voyez qu'il y a eu 11,36% de hausse sur ces derniers mois, et donc c'est ça qui nous fait passer de la zone jaune, mais on était dans la zone haute de la zone jaune, à la zone plutôt basse, mais quand même pas mal élevée déjà, dans la zone relativement élevée d'un PER, mais ça dégrade certes le PER, l'indice de cherté, mais c'est aussi peut-être bon signe avec le reste des critères et l'augmentation des résultats, et c'est peut-être une estimation par les investisseurs de bons résultats à venir. En tout cas, le PER passe du jaune au orange. Le bilan est donc mis à jour pour Kering avec la mise à jour du PER qui se dégrade un peu et passe du jaune au orange, mais cela s'explique par l'augmentation du cours de bourse sur la période octobre jusqu'à maintenant. Donc rien d'inquiétant, et comme vous le voyez, le dossier reste positif puisque parmi les 5 critères essentiels, tous les autres sont en vert ou en vert clair, seul le PER s'affiche en orange. Côté dividende, rien d'inquiétant non plus, puisque le rendement est moyen, parfaitement maîtrisé et en augmentation au niveau global, ce qui fait du coup de ce dossier quelque chose de sécurisé financièrement. Nous passons du côté de l'Allemagne pour la deuxième entreprise, et c'est l'entreprise qui a performé le plus pour le mois de février au niveau de son versement de dividendes, au niveau de la date de paiement. Et c'est une entreprise que nous n'avons pas vue, et il s'agit d'Infineon. Infineon, de son nom complet Infineon Technologies, c'est un groupe de semi-conducteurs spin-off de Siemens AG. Donc spin-off, hein, une scission qui a eu lieu avec Siemens AG, et donc l'entreprise a été créée en 1999 à l'issue de cette scission, de cette séparation. Et l'introduction en bourse, c'est au début des années 2000. C'est le leader mondial du marché des composants pour les cartes à puces, et c'est aussi l'un des plus grands fabricants de puces électroniques. Les effectifs ici listés à fin septembre 2019 sont de 41 418 personnes. Allons un peu plus dans le détail de ce fabricant de semi-conducteurs. Le produit
des groupes, ça comprend des semi-conducteurs de puissance, des capteurs, des microcontrôleurs, des circuits intégrés numériques, des signal mix analogiques, des modules à semi-conducteurs discrets, des commutateurs, des circuits intégrés d'interface, des circuits intégrés de commande moteur, des transistors de puissance, RF, des régulateurs de tension ainsi que des composants électroniques de sécurité. Avec tout ça, vous voyez bien toute la diversification dans tous les produits concernant les semi-conducteurs. Nous allons voir aussi toute cette diversification via le chiffre d'affaires par secteur d'activité, sa répartition, et vous voyez le premier secteur d'activité c'est l'automobile pour 41,4%. Je vous passe, vous avez encore plus de détails ici, je ne vais pas aller tout détailler. Le deuxième secteur, plus de 30% du chiffre d'affaires, c'est tout ce qui est système d'alimentation et de capteurs. On retrouve toujours des semi-conducteurs ici, on retrouve toujours des mémoires par exemple. Ensuite, nous passons à 16,4% pour le contrôle de puissance industrielle, l'industrie. Tout ce qui est système sécurisé connecté représente 11,1% du chiffre d'affaires. Et vous voyez qu'il y a même un peu d'autres qui sont notés ici, même si c'est très peu. Cette répartition en termes de produits, en termes de secteur client et en termes de géographie, ça se retrouve aussi avec, vous voyez, l'Allemagne à 12%, puisque au départ c'est allemand, l'Europe pour 14%, tout ce qui est Chine à 37% tout de même, l'Asie-Pacifique à 15%, les États-Unis à près de 10%, le Japon à près de 9% et les autres Amériques à 2%. Donc une belle répartition également géographique. Il y a des actualités pour Infineon, on peut me lister ici, CES 2022, les contrôleurs Oryx d'Infineon qui font peau neuve. Donc vous avez ici tout le détail, mais je ne vais pas aller dans le détail, mais en gros, lors d'un salon à Las Vegas, salon CES, l'annonce des futurs microcontrôleurs automobiles a été faite par la société Infineon. C'est le microcontrôleur qui s'appelle Oryx. Deuxième actualité, Infineon qui supporte Matter avec un transmetteur compatible Bluetooth. Donc là, c'est l'intérêt pour un standard, le standard Matter, qui est censé améliorer l'interconnexion des objets domotiques sans fil, tout ce qui est circuit intégré, etc. Et l'allemand se positionne pour utiliser cette technologie pour son intérêt, en tout cas, montre son intérêt vers cette technologie. Et enfin, une troisième actualité qui est la détection tactile qui devient plus performante chez Infineon. Au niveau de ça, ce que nous pouvons dire ici, c'est que les microcontrôleurs pourront être désormais équipés de la 5e génération de détection tactile Capens, avec à la clé des meilleures performances et une consommation amoindrie. Infineon, c'est peut-être commercial, mais parle d'un facteur de 10 au niveau de la consommation qui serait mise en moins ici, ce qui est très important. Toutes ces informations sur la société et ces quelques actualités sont plutôt positives et donc du coup dans tous les cas le business c'est du vert pour ce premier critère. La capitalisation boursière concernant Infineon, elle est ici à 51,64 milliards d'euros. C'est donc une capitalisation qui est supérieure à 500 000 euros largement et donc une grosse capitalisation et du vert pour le deuxième critère. Les résultats nets, donc l'évolution du résultat net en jaune sur le graphique, ici, au fur et à mesure des années. Eh bien, vous voyez qu'en 2021, nous sommes à 1,17 milliard, nous étions à 870 millions en 2019 et nous étions à 790 millions en 2017. Globalement, c'est donc à la hausse et cela se voit également du côté du chiffre d'affaires en vert. Mais c'est pas tout le temps à la hausse, vous voyez qu'il y a quand même eu l'année 2020 un peu plus difficile par exemple, et l'année 2019 plus difficile également que 2018. Mais c'est globalement haussier, et c'est donc du vert clair pour ce critère, puisque c'est pas haussier année après année non plus. Côté cours de bourse, la hausse sur 5 ans est de 139,29%, une très forte hausse, bien plus de 5% par an. Et si nous prenons pour 3 ans, donc par rapport au 11 janvier 2019, nous avons encore 118,30% de hausse, donc là encore largement supérieur à 5% par an en moyenne. Ce n'est pas étonnant puisque j'ai sélectionné les entreprises qui avaient le mieux performé sur les 3 dernières années, et c'est donc du vert pour le critère du cours de bourse. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est indiqué ici à 44,86. Là, c'est un PER très élevé, qui est bien au-delà des 35, et donc du coup,
un PER que nous mettons en rouge. Côté dividende, passons côté dividende, et nous avons côté dividende ici l'historique du dividende. L'historique de ce dividende, nous regardons sur les 5 dernières années, donc vous voyez, il a commencé à évoluer, et nous regardons sur les 5 dernières années, donc nous prenons en compte l'estimation 2022, et de 2018 à 2022, eh bien vous voyez que c'est en augmentation, mais l'augmentation elle est faible, et puis vous voyez que ça fait 3 années où c'est à 0,27, et si on compte l'inflation, clairement 2022 est inférieur à 2019 en termes de montant, on va dire, déduit de l'inflation. Néanmoins, nous, comme nous commençons en 2018, c'est clairement, c'est haussier, mais pas complètement, et donc un critère en vert clair. Le rendement, lui, il est de 0,66%. Avec le cours de bourse actuel, c'est un rendement qui est faible, qui se trouve dans la zone entre 0 et 1%, c'est la zone que nous mettons en orange. Associé à ce dividende, la distribution sur le résultat net, elle est indiquée ici. Vous voyez que dans les années normales, eh bien, ça a l'air d'être aux alentours de entre 25 et 35%, donc très très faible par rapport aux 60%, complètement vert. Néanmoins, avec l'année 2020 qui était moins bonne, on a quand même du 101% qui est indiqué ici, et donc c'est un gros bémol, puisque l'entreprise s'est un tout petit peu endettée. En tout cas, elle a réduit son dividende, nous l'avons vu, mais elle l'a réduit en 2021, mais pas en 2020, et en tout cas, elle n'a pas décidé de couper son dividende pour maintenir ce ratio de distribution, donc c'est beaucoup plus moyen, et donc nous allons pénaliser ça par du jaune, même si à l'avenir, si tout se passe bien et si nous ne revivons pas d'année 2021, tout devrait bien se passer pour la société. Un dernier critère en jaune. Le bilan apparaît positif pour la société allemande Infineon, puisque parmi les critères essentiels, seul le PER est en rouge. Là, il est quand même beaucoup plus élevé que pour la société Kering vu avant. Les résultats étaient en augmentation et tout le reste est complètement en vert. Côté dividende, rien de bien inquiétant, le rendement est relativement faible, ce dividende est plutôt en augmentation année après année, et le ratio de distribution, nous l'avons vu, est plutôt bien maîtrisé, même s'il y a eu un bémol pour l'année 2020, mais qui est une année particulière. Néanmoins, il est notable de noter ce gros bémol, puisque c'est un gros bémol quand même, avec 101% de ratio de distribution. Nous restons du côté des semi-conducteurs pour la troisième entreprise, et cette troisième entreprise, c'est celle qui verse un dividende trimestriel. Il s'agit de la société française STMicroelectronics. Nous avons déjà vu cette société, hein, ça fait longtemps, puisque c'était en mai que j'avais fait une vidéo sur les sociétés technologiques du CAC 40. Donc je vous mets en lien cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc ici il va s'agir d'une mise à jour. Et STMicroelectronics, elle vient ici car elle verse son dividende en mars, en juin, en septembre et en décembre. Et elle est première parmi le classement que j'ai fait des entreprises du Stoxx Europe 600 avec les performances sur les 3 dernières années. Mais par contre en juin, vous verrez, nous verrons une autre société puisque STMicroelectronics arrive en deuxième position seulement. Et c'est pour ça qu'il n'y a que 10 places dans ce tableau, puisque ST Microelectronics en prend déjà 3 à elle seule. Du côté de son bilan, eh bien, il y a 2 critères qui sont à mettre à jour, et c'est uniquement côté dividende. Pour le reste, il n'y a rien à mettre à jour. Commençons côté business, avec une bonne actualité de ce côté-là, puisque vous le voyez, ST Microelectronics, avec la pénurie de semi-conducteurs, la marge de ST Micro s'envole. En effet, donc c'est une entreprise franco-italienne, hein, ce champion des puces électroniques qui compte comme dans ses clients des grosses sociétés bien connues du côté des États-Unis, Apple et Tesla. Elle vient de faire état d'un chiffre d'affaires, hein, vous voyez, ça date du 7 janvier, hein, donc c'est vraiment très récent. Elle fait état, cette société ST Microelectronics, d'un chiffre d'affaires qui est supérieur aux attentes entre octobre et décembre, donc sur le dernier trimestre. Et tout cela, et ça c'est ça qui est très important, assorti d'une marge brute à un niveau record. En effet, un peu plus d'explications, hein, si le secteur automobile notamment souffre encore de la pénurie mondiale de matériaux semi-conducteurs, vous en avez forcément entendu parler, la demande elle est toujours très robuste concernant ces composants, et cela compense largement les difficultés d'approvisionnement pour les champions du secteur, et donc c'est là où ST Microelectronics par exemple s'en sort. De ce fait, le fabricant franco-italien de puces ST Microelectronics le démontre encore avec son solide point d'activité trimestrielle publié le vendredi matin du 7 janvier.
Ce n'est donc pas cette bonne actualité qui va mettre à mal le business du côté de ST Microelectronics et donc un critère qui reste en vert. ST Microelectronics fait toujours partie du CAC 40 et du Stoxx Europe 600, c'est une grosse capitalisation boursière et cela reste en vert pour ce critère également. Côté résultat, c'est toujours du vert clair puisque l'année 2019 était un peu en retrait par rapport à l'année 2018, mais à partir de 2020 c'était déjà relancé et ça continue encore plus à s'accélérer en 2021 et les estimations sont bonnes pour l'avenir. Pas de souci à se faire, du vert clair côté résultat. Côté cours de bourse, c'est 291% de hausse sur 5 ans, une très très forte hausse, c'est pour ça qu'elle se retrouve première de 3 des mois en tant que entreprise qui verse un dividende sur les mois de mars, de septembre et de décembre, c'est là où elle est première en tout cas, donc avec ses 291% de hausse sur 5 ans, c'est du vert pour le cours de bourse. Le PER, il se situe lui du côté au-delà des 40 et donc ça reste un PER qui est très élevé, qui est en rouge, c'est plutôt les résultats qui tirent ce PER à la hausse, les investisseurs sont plutôt confiants et ont tendance à acheter l'entreprise en estimant que les résultats vont se maintenir. Côté rendement, nous sommes à 0,44%, cela reste un plus faible rendement, un dividende versé qui se situe entre 0 et 1%, et donc la zone orange. Allons voir la mise à jour concernant les deux autres critères concernant les dividendes. J'avais mis l'historique du dividende, j'avais été un peu sévère la dernière fois, ou alors peut-être que j'avais pas exactement la même donnée en 2021, mais en tout cas le dividende sur les 5 dernières années, avec l'estimation en 2022 qui est inférieure à 2021, ça la donne quelque chose qui est dans une tendance plutôt baissière, mais pas complètement, puisque vous voyez c'était plus baissier en 2020, peut avoir un petit rebond en 2021, mais néanmoins la tendance est plutôt négative, et c'est un critère que nous allons mettre en orange, et vous voyez que l'entreprise a changé de tendance et réinvesti davantage et fournit moins de dividendes à ses actionnaires. C'est un point à prendre en compte à ce niveau-là. Du orange pour l'historique du dividende. Du côté de la santé financière, le ratio de distribution, eh bien vous voyez, on voit exactement le changement avec une entreprise qui n'hésitait pas à s'endetter il y a quelques années pour verser son dividende, mais nous prenons les 5 dernières années et tout a diminué puisque vous voyez, là nous sommes maintenant à des rendements qui sont, du moins à des ratios de distribution plutôt, qui sont très très faibles, même inférieurs à 20. Sur les 4 dernières années, nous sommes souvent inférieurs à 20, en tout cas tout le temps inférieurs à 25, et sur les 5 dernières années, le plus gros c'est 31,97, et là c'est un critère que nous avions déjà mis en vert clair, car la tendance était déjà là, mais il y avait encore l'année 2016 qui pesait dans la balance, mais maintenant nous pouvons passer ce critère complètement en vert, une bonne sécurité financière. Et deux petites améliorations du côté de l'évolution du dividende qui passe du rouge au orange et du ratio de distribution qui passe du vert clair au vert sont indiqués. Et ce qui fait de ST Microelectronics un dossier qui reste positif, notamment par ses critères essentiels, puisque seul le PER est en rouge et est dans la catégorie élevée à plus de 40. Côté dividende, le rendement, on l'a vu, il a bien baissé. Ce dividende est certes en diminution année après année, puisque pour l'instant ça a l'air d'être dans la stratégie de l'entreprise, mais en tout cas, du côté de sa sécurité financière, de sa santé financière, eh bien ça a largement amélioré les choses, et c'est bon pour la suite, pour le développement de cette entreprise, pour que tout cela se poursuive. Nous passons à la quatrième entreprise, celle qui arrive en premier en versement de dividendes lors du mois d'avril. C'est une entreprise que nous avons déjà vue, mais c'est une entreprise du côté de pharmaceutique. Nous avons déjà fait la vidéo, donc c'est une mise à jour du côté de Sartorius. Je vous mets le lien vers la vidéo. C'était en octobre la dernière mise à jour sur les sociétés du secteur pharmaceutique, sur une analyse faite dans ce secteur. Aucun critère est à mettre à jour concernant Sartorius depuis octobre. Côté business, il y a une actualité concernant Sartorius qui date de 14 décembre, vous le voyez ici. Il est noté Aubagne puisqu'Aubagne c'est le siège social de l'entreprise et vous voyez que l'État français débloque 18 millions pour le projet d'extension de Sartorius. Cela a été annoncé par la ministre de l'Industrie après la visite du site d'Aubagne, donc le siège social, et ces 18 millions, ils servent dans un projet de 100 millions d'euros d'extension qui est prévu par l'entreprise sur ces 3 sites français, donc Aubagne, Cergy et Lourdes.
Ce projet d'investissement et donc d'extension pour augmenter les capacités de l'entreprise ne fait qu'aller dans le bon sens. Côté business, cela reste donc du vert. Sartorius, c'est toujours une grosse capitalisation boursière. Elle est ici présente parce qu'elle fait partie de l'Eurostoxx, du Stoxx Europe 600 plutôt. Et c'est donc une grosse capitalisation et donc un critère en vert. Les résultats, c'est sans appel, c'est du vert année après année pour Sartorius et pour l'instant c'est annoncé comme étant maintenu pour les estimations des années à venir. Cela donc reste un critère en vert également. Côté cours de bourse, c'est 513% de hausse sur 5 ans. Donc très très haussier comme cours de bourse, donc c'est complètement du vert. Néanmoins, attention, je vous préviens de la grosse correction, de la grosse tendance baissière actuelle, qui a démarré mi-septembre à peu près, et que c'est quand même 43% que le titre a perdu. Donc il est probable qu'avec le reste du dossier qui apparaît en vert, une hausse revienne au bout d'un moment, mais à savoir quand, telle est la question pour le moment. Le PER, il est lui très élevé, il est à plus de 80, et donc justement c'est pour ça qu'il est même à plus de 80 après la correction. Donc c'est peut-être un des signes pourquoi il y a eu la correction, c'est qu'il y a eu probablement un excès haussier. En tout cas, c'est ce que le marché a l'air de définir. Le marché a toujours raison, comme on le dit. Et donc ce PER reste lui néanmoins très élevé actuellement à des niveaux de plus de 80, donc largement au-delà des 35, et donc un critère en rouge. Côté du rendement, le rendement est toujours faible à 0,14% avec les niveaux actuels. C'est toujours dans l'ADN de l'entreprise de faire un plus faible rendement comme ça et de réinvestir beaucoup. Nous avons vu le projet d'extension. Le dividende est néanmoins plutôt en augmentation année après année, même si c'est un petit peu chaotique. Et le ratio de distribution est lui parfaitement maîtrisé et même très faible, avec de tels faibles rendements et de tels résultats bien à la hausse. Ce qui fait un bilan plutôt positif, même positif pour Sartorius, on peut le dire, avec parmi les critères essentiels que des critères en vert complètement, et un PER qui est lui par contre très élevé, et donc c'est là où il faut faire attention à une société qui fait beaucoup de croissance. Côté dividende, là rien d'inquiétant, il y a certes un rendement mais il est très faible et en augmentation année après année, et par contre dans tous les cas il est parfaitement maîtrisé car très faible au niveau du ratio de distribution qui est accordé. Nous passons à la 5e entreprise, et c'est l'entreprise qui arrive en tête pour le versement d'un paiement de dividende en mai, du moins elle verse son dividende en mai, la date de paiement est en mai, et c'est celle qui a le plus performé sur les 3 dernières années parmi les entreprises de Stoxx Europe 600. Donc en mai, comme il y avait beaucoup d'entreprises, ça devient très difficile. Déjà en avril pour Sartorius c'était pas mal, mais en mai ça devient encore plus avec des entreprises. En juin ce sera pas mal aussi. Et cette entreprise, nous ne l'avons pas encore vue, il s'agit d'ASM International. ASM International, c'est une entreprise néerlandaise du domaine des semi-conducteurs, exactement comme pour ST Microelectronics et Infineon que nous avons vu précédemment. C'est une société qui a été fondée en 1968, donc ancienne, du côté Pays-Bas, et nous n'avons pas les effectifs ici. Les effectifs, nous allons les avoir ici. Il y a 2780 employés actuellement. Un peu plus de précision sur cette société qui est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements qui est destiné aux fabricants de semi-conducteurs, plus précisément. C'est le domaine, mais là c'est vraiment pour les fabricants de semi-conducteurs. 2 familles de produits au niveau des activités, la tranche des semi-conducteurs avec l'imposition de produits et de films spéciaux pour la fabrication, notamment 2 tranches de silicium et de cuivre, et des équipements d'assemblage et d'emballage pour la deuxième famille, qui est destinée aux matrices issues de la découpe de tranches de semi-conducteurs. En outre, le groupe produit des semi-conducteurs d'encapsulation. La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante: 10% pour l'Europe, en Asie 64%, donc bien en Asie, et au niveau des États-Unis c'est 25%. Donc une belle diversification tout de même parmi les 3 grandes zones, on va dire, géographiques de la planète. Pas d'actualité côté ASM International, mais pas de souci côté business, c'est une entreprise qui est bien en place depuis bien longtemps, et c'est donc du vert. Côté capitalisation boursière, nous sommes à une capitalisation boursière de 17,44 milliards d'euros ici, une grosse capitalisation boursière pour cette entreprise de
du Stoxx Europe 600 et donc du vert pour le deuxième critère. Le résultat net en jaune sur le graphique ci-dessus. Nous voyons, donc si nous oublions par exemple 2017, qui est très particulier, nous avons une hausse entre 2016, 2018 et 2020. Mais bien sûr, nous avons 2017 et 2019, la petite baisse par rapport à 2019 en 2020. Et donc du coup, cela fait une hausse au niveau global, nous l'avons vu, sur 5 ans et sur 3 ans, mais pas complètement, puisqu'il y a des années, c'est un peu différent, et cette hausse au niveau global se voit au niveau du chiffre d'affaires en vert sur le graphique. Cette hausse va se poursuivre, oui, dès que les chiffres en 2021 sont validés, ça va se poursuivre clairement, puisque nous avons un chiffre qui va être supérieur à celui de 2017 au niveau du résultat net, et du coup les estimations sont bonnes pour l'avenir. Un bilan, un critère que nous mettons en vert clair, puisque c'est haussier, mais pas complètement année après année. Le cours de bourse s'affiche en vert et est à la hausse, et comme je vous l'avais dit, pour le mois de mai, il fallait être très sélectif et pour remporter le critère des 3 ans de progression que j'avais mis, et donc c'est 701,65% de hausse sur 5 ans pour cette action. C'est une très forte hausse. Sur 3 ans, si nous prenons à partir du 11 janvier, la hausse est encore de 836,65%. Vous l'avez donc compris, sur 3 ans et sur 5 ans, c'est largement supérieur à 5% par an en moyenne, et donc c'est du vert pour ce critère du cours de bourse. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est indiqué ici à 39,17. Il est très élevé, il est au-delà des 35 et il se situe donc dans la zone rouge. Son côté dividende, avec l'historique du dividende, alors si nous regardons les dividendes sur ceux qui sont versés ici, sans prendre en compte ceux qui sont exceptionnels, donc là il faut prendre que ceux du mois de mai si nous voulons prendre vraiment ceux qui ne sont pas exceptionnels, ceux qui sont ordinaires. Et donc vous voyez, 2016, 2017, 2018, tout ça n'arrête pas d'augmenter, on ne prend pas en compte le 4 ici. 2019 nous sommes à 1, puisque nous étions à 0,7, 0,8, 1, et nous passons à 2 ensuite, si nous prenons au niveau global, et nous allons continuer sur 2. Ici en 2020 c'est même que 0,5 qui était versé au final, et nous allons vers du 2, et en 2022 pour l'instant c'est estimé à 2 aussi. Donc globalement vous le comprenez, l'idée c'est de dire que c'est une hausse globale mais pas complètement, puisque par exemple il y a des arrêts en 2020 et un petit abaissement du dividende, ou en 2022 où ça ne va pas augmenter par rapport à 2021, et vous voyez que c'était la même chose entre 2017 et 2016 par exemple. Une hausse globale mais pas complètement, c'est donc un critère de l'évolution du dividende qui est en vert clair. Le rendement, il est relativement faible, il est à 0,51%, il se situe donc dans la zone qui va de 0 à 1%, c'est la zone que nous mettons en orange. Associé à ce dividende, la distribution sur le résultat net est indiquée ici, et là c'est sans appel, tout est inférieur à 35% sur les 5 dernières années. En 2021, aucun doute, ça va être la même chose. Et donc du coup, c'est largement inférieur à 60%, vu que c'est inférieur à 35%. Et donc c'est un dernier critère que nous mettons en vert. Le bilan pour ASM International ressort positif, puisque c'est effectivement exactement le même bilan que ST Microelectronics. Les deux sont dans le thème des semi-conducteurs, et ces deux entreprises en tout cas. Le bilan est positif car seul le PER est en rouge, le PER est élevé, il est entre 35 et 40, donc au-delà des 35, et pour tout le reste c'est du vert ou du vert clair pour les critères. Côté dividende, rien d'inquiétant, c'est exactement comme pour Sartorius pour ce coup-là, un dividende qui est relativement faible, dans la zone entre 0 et 1%, plutôt en augmentation année après année, et dans tous les cas parfaitement maîtrisé, ce qui assure une santé financière à l'entreprise. Nous passons du côté du mois de juin au niveau de la date de paiement du dividende, et là c'est l'entreprise qui a battu sur les 3 dernières années au niveau performance du cours de bourse ST Microelectronics, puisque je vous rappelle que ST Microelectronics verse son dividende en tous les trimestres, et donc le verse en juin, mais elle arrive derrière l'entreprise que nous allons voir, et cette entreprise c'est une entreprise allemande qui s'appelle Varta.
Varta, c'est une entreprise et aussi une marque de piles électriques, de batteries d'accumulateurs et de chargeurs qui appartient au groupe américain Spectrum Brands. Spectrum Brands, comme vous pouvez le voir, c'est un conglomérat américain. Varta, en tout cas sous ce nom-là, la société elle a été fondée en 1904, mais vous voyez que si on revient au début de l'entreprise qui s'appelait AFA, comme on voit indiqué un peu partout, c'est 1887 sa date de création. Les effectifs sont eux de 2600 personnes. Si nous allons un peu plus dans le détail pour Varta, elle recherche, développe, produit et vend des micro-batteries, des batteries domestiques, des solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Il y a deux segments pour cette société, tout ce qui est les micro-batteries et solutions d'un côté, avec micro-batteries et solutions, et toutes les batteries domestiques de l'autre, son segment micro-batteries qui va s'appeler du même nom. Si on va pour voir l'intégralité de ces segments, il suffit d'aller sur le site de Varta directement et là on a vraiment les solutions de produits qui sont présentées. Donc vous voyez toutes les piles boutons lithium, le lithium, l'hydrogène, toutes les piles d'audioprothèse avec du nickel hydrure métallique ici, des solutions spécifiques, des blocs de piles lithium-ion, de l'oxyde d'argent, des systèmes de stockage d'énergie, de l'alcaline manganèse également. Et côté application, nous voyons que nous avons tout ce qui est technologie portable, tout ce qui va avec l'automobile, la maison et le jardin, les audioprothèses, nous en avons déjà parlé, les TI et communication, tout ce qui est consumer, donc utilisateur de base, le médical, les outils électriques, tout ce qui est internet des objets et l'industrie de la robotique, et vous voyez aussi tout un pôle côté service. L'entreprise est bien implantée depuis bien longtemps dans le monde entier, comme c'était indiqué. Et côté actualité, il y a Varta et Continental qui s'unissent pour développer des batteries de scooters électriques. En effet, la marque de pneumatiques Continental et celle spécialisée dans les batteries, qui est Varta, celle qu'on voit actuellement, ont décidé de s'allier un partenariat pour développer ensemble des batteries dédiées aux scooters et aux vélos électriques. Elles sont standardisées et interchangeables et elles s'appellent V4 Drive et elles pourront être utilisées sur différentes marques de scooters. Tout cela ne remet pas du tout en cause le business, bien au contraire, c'est une bonne actualité ce partenariat et donc c'est du vert côté business pour la société. La capitalisation boursière de Varta s'élève à 4,45 milliards d'euros. C'est donc une plus faible capitalisation boursière par rapport aux précédentes sociétés que nous avons vues. Cela reste une forte capitalisation boursière pour cette entreprise du Stoxx Europe 600 et c'est donc du vert pour le deuxième critère. Le résultat net en jaune sur le graphique, eh bien ça se voit à l'œil nu, c'est haussier année après année. L'entreprise n'est pas en bourse depuis bien longtemps, donc il n'y a pas beaucoup d'arriérés, mais nous avons 5 ans ici sur le graphique, et donc c'est haussier, et la hausse devrait continuer. C'est sans appel, du vert, et c'est la même chose pour le chiffre d'affaires, haussier année après année. Côté cours de bourse, nous n'avons pas 5 ans complètement, comme je vous l'ai dit juste avant, puisque vous voyez, nous partons du 20 octobre 2017 ici sur le graphique. Néanmoins, sur les années que nous avons tout de même 432,44% de hausse, donc une très forte hausse, c'est largement supérieur à 5% par an. Et si nous partons à partir du 11 février 2019 plutôt, sur les 3 dernières années, nous avons encore 307,28% de hausse, largement plus de 5% par an, et donc un critère de l'évolution du cours de bourse qui est complètement en vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est, comme pour les entreprises précédentes globalement, très élevé, à 47,43 ici, il est bien supérieur à 35 et se situe donc dans la zone rouge. Passons côté dividende. L'historique du dividende, eh bien, vous voyez, donc la société est assez jeune en bourse et côté dividende, eh bien, c'est encore plus jeune puisque son premier dividende a été versé en 2021. Pour l'instant, selon les estimations, elle ne va pas l'augmenter en 2022, elle va le donner le même, mais du coup, pour prendre en compte l'inflation, nous allons pénaliser ça, normalement ça serait du jaune, mais nous allons pénaliser ça avec du orange, pour montrer la petite diminution ici. Même si, attention, c'est un critère où nous n'avons pas beaucoup d'arriérés, d'historique, et donc du coup, cela vaut seulement ce que cela vaut avec les 2 années que nous avons de dividendes, et encore, celle 2022 est à confirmer. Orange pour ce critère. Le rendement pour la première année est de 2,18% avec le cours de bourse actuel. C'est un rendement intéressant, relativement élevé, qui est dans la zone entre 2 et 3%, c'est la zone que nous mettons en vert clair.
Du côté de la santé financière de l'entreprise, eh bien par contre c'est une mauvaise nouvelle pour le ratio de distribution ici, puisque c'est 132,18% qui est affiché. Le chiffre varie de temps en temps, mais c'est tout le temps supérieur à 100% pour le seul dividende qui a été versé. Et donc c'est quelque chose que la société ne pourra pas faire à long terme. En tout cas, il ne faudra pas qu'elle continue à s'endetter année après année pour pouvoir verser son dividende, même si ses résultats vont bien pour le moment. Donc pas trop d'inquiétude pour le moment, mais pour l'instant, nous n'avons qu'une donnée, et donc nous allons mettre du rouge pour le dernier critère. Le bilan apparaît positif pour l'action Varta, puisque c'est le même bilan au niveau des 5 critères essentiels que pour Sartorius, c'est-à-dire les 4 premiers critères complètement en vert et le PER trop élevé, au-delà des 35, et donc en zone rouge. Par contre, par rapport à Sartorius, il y a aussi un petit bémol, nous allons dire côté dividende, puisque certes le rendement du premier dividende versé est relativement élevé, donc relativement intéressant, mais ce dividende risque de ne pas augmenter en 2022 par rapport à 2021, et c'est surtout au niveau du ratio de distribution qu'il a le petit bémol, puisque ce premier dividende a été versé avec un ratio de distribution élevé, supérieur à 100%. Et donc cela n'est pas tenable pour l'entreprise si elle veut continuer à se développer et à investir sur les années à venir. Néanmoins, ce n'est qu'un petit bémol puisque ce n'était que le premier dividende. Peut-être que l'entreprise a voulu marquer le coup aussi. Donc affaire à suivre du côté du dividende pour cette entreprise, mais sinon pour le moment cela reste un dossier positif. Nous passons au mois de juillet, nous revenons dans des mois où il y a moins d'entreprises qui versent des dividendes, en tout cas les dates de paiement de ces dividendes en juillet, on commence à rediminuer, même s'il y en a encore pas mal, mais du coup c'est plus facile d'être en première entreprise parmi ma sélection d'entreprises du Stoxx Europe 600 et des meilleures performances sur les 3 dernières années. Et l'entreprise qui arrive ici, c'est une entreprise française qui a rejoint le CAC 40, le grand indice français, en septembre dernier à la place d'Atos, et il s'agit d'Eurofins Scientific. Eurofins Scientific est un groupe français de laboratoires d'analyse qui est spécialisé dans l'agroalimentaire, la pharmacie, l'environnement et la biologie médicale. Sa date de création, c'est 1987, donc ça fait un petit moment déjà que l'entreprise est en place. Nous allons un peu plus dans le détail de ses activités. Nous voyons que c'est un des leaders dans le domaine des services analytiques auprès des entreprises privées et des organismes publics des secteurs qu'on a déjà cités auparavant, donc pharmacie, alimentation, environnement et même des tests produits non alimentaires. Le réseau de 650 laboratoires est réparti dans 45 pays, côté de l'Europe, l'Océanie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, ainsi que dans la région Asie-Pacifique, c'est-à-dire un peu partout dans le monde. Les effectifs en 2018 étaient de 34 651 personnes. Nous pouvons aller voir encore plus de détails pour ce premier prestataire mondial de services bioanalytiques. Les prestations du groupe Eurofins Scientific, ça vise à valider la sécurité, l'authenticité, l'origine, l'identité et la pureté des substances biologiques qui sont contenues dans l'environnement, c'est-à-dire eau, air, sol, etc., et dans les produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et d'hygiène. Vous voyez qu'en 2020, le portefeuille de Eurofins Scientific, c'est plus de 200 000 méthodes analytiques, et il y avait maintenant plus de 800 laboratoires dans le monde, avec la répartition que nous avons déjà vue. Pas de souci pour Eurofins Scientific, l'entreprise vient d'intégrer le CAC 40, c'est une grande entreprise en développement, bien intégrée maintenant, et un business en vert. Du côté de la capitalisation boursière pour cette entreprise, elle s'élève à 18,95 milliards d'euros, c'est maintenant une entreprise du CAC 40, et c'est donc du vert pour le deuxième critère, pas de souci là-dessus. Le résultat net, le troisième critère, l'évolution du résultat net en jaune sur le graphique ci-dessus, on le voit à l'œil nu que 2020 était une meilleure année que toutes les années d'avant, et donc c'est globalement à la hausse. Sur le chiffre d'affaires en vert, c'est haussier année après année. Néanmoins, sur le résultat net, il y a un petit bémol en 2019 où il y a 12,82% de moins qu'en 2018. Et donc, du coup, pour ce petit bémol, nous allons mettre le critère en vert clair. Côté cours de bourse, sur les 5 dernières années, nous avons ici 130,73% de hausse pour Eurofins Scientific, donc c'est une forte hausse.
Et sur 3 ans, nous avons, si nous partons du 11 janvier 2019, nous avons ici 178,63% de hausse, donc encore plus, parce que nous avons vu qu'effectivement sur les 2 premières années, là, c'était plutôt un petit peu baissier, moi c'était surtout très plat, mais une petite baisse ici aux alentours de 2019 avant d'entamer la grosse remontée. Vous voyez pareil, hein, là depuis septembre, nous avons une correction de près de 25% sur ce titre, et depuis du coup son introduction à la bourse au CAC 40. En tout cas, peu importe pour nous, sur 3 ans, sur 5 ans, c'est des très fortes hausses supérieures à 5%, et c'est donc du vert pour ce critère de l'évolution du cours de bourse. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 23,17. Il se situe donc dans la zone qui va de 17 à 25, c'est la zone moyenne, et c'est la zone que nous mettons donc en jaune pour ce critère. Passons sur les critères concernant les dividendes, et les dividendes qui étaient en augmentation année après année jusqu'en 2019, et bien vous voyez qu'avec la pandémie en 2020, il a été coupé ce dividende, il est reparti un tout petit peu à la hausse en 2021, mais vraiment un tout petit peu, et en 2022, il est estimé à équivalent, et donc pour l'instant ce ne sont que des estimations, mais pour l'instant il est estimé sans bouger. Dans tous les cas, nous, si nous partons du coup de 2018, eh bien ça a fait quelque chose, puisque même s'il y a un rebond de ce dividende qui repart un peu à la hausse, il est quand même fortement en diminution par rapport à avant, et donc c'est plutôt une tendance à la baisse, mais pas complètement, puisqu'il y a un peu des années chaotiques, hein, en fonction de 2019 supérieur, 2020 à 0, et ainsi de suite. Baissier, mais pas année après année, c'est donc du orange pour ce critère de l'évolution de l'historique du dividende. Le rendement, il est relativement faible, il est de 0,69% pour fin scientifique, c'est-à-dire un rendement qui se situe dans la zone entre 0 et 1%, un rendement que nous mettons en orange. Du côté de la santé financière, le ratio de distribution associé à ce rendement, eh bien vous voyez sur le graphique, c'est très simple, même si le graphique part bien des années avant, même s'il y a des trous, peu importe, nous regardons sur la fin. Le graphique ne dépasse pas les 35%, et même ça dépasse même pas les 30% hein, globalement. Et donc nous sommes année après année largement inférieurs à 60%, même des années à 0% telles que 2020, et donc du coup c'est un critère qui est complètement vert pour terminer. Le bilan de la société Eurofins apparaît positif puisque parmi les critères essentiels, eh bien vous voyez, il n'y en a même aucun qui est ni en rouge ni en orange, et c'est même la seule entreprise par rapport à toutes celles vues précédemment pour l'instant, puisque son pire critère c'est le PER qui est en jaune et donc dans la zone moyenne. Par contre, c'est plus mitigé côté dividende, puisque certes le rendement est faible, mais ce dividende il a quand même été pas mal en diminution ces dernières années, et le rebond après la coupure en 2020 n'est pas très haussier, et ne s'apparente pas très haussier non plus en 2022. Donc vraiment pas grand chose du côté du dividende à venir. Par contre, ce qui est très bien avec ce dividende qui est très faible, c'est que le ratio de distribution, eh bien lui il est parfaitement maîtrisé, et c'est très bien pour la suite des investissements d'Eurofins, son développement, toute sa sécurité financière, et c'est ce qui en fait un bon dossier. Nous passons pour le mois d'août au niveau de la date de paiement, et donc encore moins d'entreprises, et c'est une entreprise que nous avons déjà vue, et nous l'avons déjà vue il n'y a pas longtemps. C'est une entreprise néerlandaise, il s'agit de DSM, ou Koninklijke DSM pour être complet. Cette entreprise, j'en ai fait l'analyse fondamentale complète dans une vidéo il y a très peu de temps, puisque c'était en décembre 2021, et c'était la deuxième vidéo concernant les dividendes aristocrates, et du coup les meilleurs dividendes aristocrates, et celle-ci c'est une dividende aristocrate du côté de l'Europe. Je vous mets de suite le lien vers la vidéo pour l'analyse complète. Ici ce n'est donc qu'une mise à jour, et c'est pas surprenant étant donné que j'ai fait l'analyse fondamentale complète il y a très peu de temps, et bien il n'y a aucun critère à mettre à jour. Pas de grandes actualités côté DSM, le business reste en vert, cela reste une grosse capitalisation boursière qui est dans le Stoxx Europe 600. Les résultats, eux, sont un peu en berne ces dernières années, et c'était en orange au niveau des résultats, mais je l'avais mis dans les dividendes aristocrates et je vous l'avais présenté, et du coup elle apparaît ici, mais ça c'est comme ça. Puisque ce résultat va complètement s'inverser là dès que les résultats 2021, dès que les trimestriels 2021 vont être tombés, les derniers résultats, pour passer sur du vert clair. Peut-être qu'après ça repassera sur du jaune, mais dans tous les cas, on va
enlever cette tendance orange, et c'est aussi pour ça que le dossier est bon et continue d'augmenter au niveau de son cours de bourse. Son cours de bourse, parlons-en, c'est 211% de hausse sur 5 ans, et donc c'est du vert, il n'y a pas eu de souci. De ce côté-là, les investisseurs sont restés à l'achat sur le dossier. Le PER, lui, est en orange, il est élevé, mais il est à noter que ce PER, il est très proche de la zone jaune, mais vraiment très proche. Il suffirait de pas grand-chose au niveau du cours de bourse ou des résultats annoncés pour passer dans la zone jaune, et ça serait pas étonnant que dans une prochaine mise à jour, on y passe. Ce qui ferait dans ce dossier-là, deux critères qui s'amélioreraient, le résultat qui va s'améliorer complètement et passer en vert clair probablement, peut-être en jaune, mais sûrement en vert clair, et le PER qui passerait dans la zone jaune, ce qui ferait quand même deux critères qui s'amélioreraient largement. Côté dividende, le rendement est moyen, intéressant tout de même, en augmentation année après année globalement, même si ça se tasse un petit peu, ça stagne un petit peu sur les dernières années. Mais du coup c'est autorisé, le stagner un peu côté dividende sur les dernières années côté DSM, à voir si elles sortent des dividendes aristocrates, mais pour l'instant elle en faisait encore partie. Et en tout cas, son ratio de distribution est parfaitement maîtrisé, inférieur à 60% à chaque fois. Et ça, c'est très bon pour le dossier, et c'est ce qui a permis, même avec des résultats un peu en berne, de maintenir le dossier. Le bilan pour le dossier DSM, eh bien, il apparaît plutôt mitigé à l'instant T, mais il va grandement s'améliorer et donc devenir normalement positif à court terme, je dirais, et du coup, dans les prochaines mises à jour. Pas plus à dire sur DSM, et nous allons passer du coup du côté de l'entreprise suivante. Nous restons du côté des Pays-Bas, et là c'est l'entreprise qui a une date de paiement en octobre. Nous sautons le mois de septembre tout simplement parce que la première entreprise en termes de résultats sur les 3 dernières années sur le mois de septembre et qui verse un dividende en septembre, eh bien, il s'agit toujours de STMicroelectronics. Donc en octobre, et bien là, du côté des Pays-Bas, c'est une entreprise que nous n'avons pas encore vue, il s'agit de Randstad. L'entreprise Randstad, c'est un groupe d'entreprises néerlandaises dans le domaine de l'intérim et des services en ressources humaines. Elle a été fondée la société en 1960, donc ça fait un petit moment, du côté des Pays-Bas, et elle opère dans une quarantaine de pays dans le monde. Chaque jour, c'est plus de 500 000 intérimaires qui travaillent dans les entreprises par l'intermédiaire de Randstad. Et dans le monde, Randstad dispose de plus de 4500 agences. J'ai même trouvé plus au niveau des chiffres, donc je ne sais pas lesquels sont les plus à jour. Si on va un peu plus dans le détail au niveau des activités, sur ce deuxième groupe mondial au niveau de tout ce qui est intérim, eh bien, Randstad est spécialisée dans le travail temporaire, les services en ressources humaines, et elle délègue du personnel pour les emplois intérimaires, les postes en CDI, mais également à disposition des experts et des cadres supérieurs. Donc vraiment, tout au niveau des intérimaires, il y a un peu tous les secteurs qui sont couverts. Il y en a quatre grandes activités par secteur, donc le travail temporaire et le recrutement. Le travail temporaire qui est ainsi le conseil en recrutement constitue le cœur du métier de Randstad. La deuxième partie, c'est le recrutement et la sélection, partie expert. Donc c'est une division particulière de Randstad qui est chargée de ce recrutement et de la sélection de superviseurs, responsables, experts, spécialistes intérimaires et consultants. La troisième partie concerne les agences hébergées dans le cadre des services in-house, donc les in-house services. Randstad travaille sur un seul site pour un client unique. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment dédié au niveau de ces agences qui sont hébergées effectivement chez le client. Et la quatrième partie, c'est ce qu'ils appellent Solutions RH, où on trouve notamment les Randstad Managed Services, où Randstad se charge de la gestion complète et du travail temporaire chez les clients. Donc voilà, plein d'activités intérimaires, un peu partout dans le monde. On a vu une quarantaine de pays, une boîte qui est des années 1960 et donc très ancienne, et donc c'est du vert côté business pour Randstad, cette société néerlandaise. Côté capitalisation boursière, c'est 11,12 milliards d'euros qui est affiché ici, c'est donc une grosse capitalisation boursière, pas de souci de ce côté-là, et c'est donc du vert. Du côté du résultat net, l'évolution sur le graphique ci-dessus. Alors là, c'est moins
c'est moins glorifiant puisque en 2020 nous voyons que nous avons un résultat qui était de 304 millions, en 2018 nous avions presque un peu plus du double même avec 708 millions et il y a 5 ans c'était à 588 millions, donc ça a augmenté jusqu'en 2018 et ça s'est effondré depuis. Du coup c'est quelque chose puisque ça a fait sur 5 ans et sur 3 ans c'est globalement en baisse, même si c'est pas tout le temps en baisse puisqu'on voit qu'il y a des augmentations hein, comme en 2017 quand même. C'est donc un critère que nous allons mettre en orange. Néanmoins, il est à noter, et c'est pour ça que cette société elle arrive notamment en première parmi les sociétés qui versent des dividendes en octobre au niveau de son... Et du coup c'est là où elle a performé au niveau des 3 dernières années, c'est que ici hein, tout va repartir à la hausse et ce critère qui est mis en orange actuellement devrait repartir sur du vert clair normalement si tout se passe bien avec les chiffres 2020 qui vont être validés et donc c'est probablement ce rebond que les investisseurs ont continué de jouer et ont continué de faire performer le cours de bourse. Le cours de bourse, le voici. Sur 5 ans, c'est pas une très très grosse performance puisque c'est 13,14% de performance. Donc c'est, comme je vous l'avais dit, hein, il y avait moins de sociétés dans la période actuelle, hein, c'est aussi dans cette date d'octobre, donc c'est pour ça aussi qu'on retrouve des sociétés peut-être moins performantes qu'à d'autres moments. Mais en tout cas, c'est un cours de bourse qui est haussier, mais moins de 5% par an en moyenne sur 5 ans. Par contre, sur 3 ans, si nous prenons par rapport au 11 janvier 2019, c'est un peu plus puisque c'est 51,59% de hausse. Donc là, ça aurait été du vert. Et c'est pour ça qu'elle arrive première sur les 3 ans, puisque c'est sur cette période que j'ai pris le classement. Néanmoins, vu que sur 5 ans, c'est seulement 13,14% de hausse, nous allons mettre le critère en vert clair. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 15,91. C'est un PER qui est très correct dans la zone de 10, qui va de 10 à 17 et c'est la zone que nous mettons en vert clair. Du côté du dividende, nous allons passer sur le dividende. Le calendrier du dividende affiche ici des dividendes. Si nous regardons sur les 5 dernières années, nous partons de 2017, et bien vous voyez qu'il y avait un seul dividende à 1,89 de marqué, et après, à partir de 2018, il y avait un dividende versé en mars, non inversé. La date de détachement ici, hein, donc le versement c'était en avril, et un dividende versé ici en septembre, et depuis c'est début octobre. C'est pour ça que j'ai mis l'entreprise en octobre. Et ce dividende, vous voyez qu'il est doublé, hein, donc maintenant, il n'arrête pas d'augmenter à chaque fois, année après année. Mais attention, néanmoins, il y a ici un trou, comme vous pouvez le voir, et du coup, il n'y a pas eu de versement en 2020. Le dividende a été coupé pour l'année 2020. Donc globalement, c'est en hausse, mais il y a eu une coupure sur l'année 2020, et donc nous allons mettre du vert clair pour ce critère. Le rendement du dividende, vous le voyez ici, il est affiché à 5,18%, c'est donc un rendement qui est très élevé pour le coup, il est largement supérieur à 3%, et donc c'est un critère que nous mettons complètement en vert. Du côté du ratio de distribution associé à ce rendement qui est très élevé, la distribution sur le résultat net, ça se passe plutôt bien. Alors en 2020, normalement c'est un 0 ici, hein, je ne sais pas pourquoi c'est 4% qui a été indiqué, mais c'est 0% ici. Et ce que vous pouvez voir, c'est que généralement tout est dans une zone qui est juste inférieure à 60%, donc la zone que nous mettons en vert. Néanmoins, il y a quelques années comme en 2019, et normalement ça devrait être la même chose en 2021 avec les résultats qui n'ont pas été très glorieux, il y a quelques encartades un peu au-delà des 60% et qui vont plutôt dans la zone entre 70 et 80%, la zone que nous mettrions en jaune. Et donc c'est pour ça que nous allons mettre un petit bémol sur ce dernier critère et le mettre en vert clair. Le bilan apparaît positif pour l'entreprise néerlandaise Randstad, même si, attention, le bilan positif est bien différent des autres bilans vus précédemment. Ici, le critère qui est en orange et qui n'est pas en vert ou en vert clair, c'est le résultat, et donc les années c'était un peu en berne, et c'est comme pour DSM ici, c'est plus un rebond qui est joué du côté de cette société, du côté du dossier, du côté des 3 dernières années, puisque sur 5 ans, nous l'avons vu, c'était moins haussier. Et donc c'est pour ça qu'il y a quand même des critères avec des bémols et pas du vert complet, mais plutôt du vert clair. Et ici, nous pouvons remarquer que c'est le PER moins cher, en tout cas, pour cette société, parmi toutes celles que nous avons vues précédemment.
Du côté du dividende, rien d'inquiétant, le dividende est avec un rendement très élevé par rapport au prix de l'action actuellement, avec ce double versement annuel. Et ce dividende est plutôt en augmentation année après année, même s'il a été coupé en 2020, et le ratio de distribution est globalement assez bien maîtrisé. Donc pas d'inquiétude sur la santé financière de l'entreprise et sa poursuite à l'avenir sur ce dossier. Et nous terminons pour le mois de novembre, puisqu'il n'y aura pas de mois de décembre. Pour le mois de décembre, c'est encore ST Microelectronics qui a pris la première place au vu de sa date de paiement de décembre et de ses résultats sur les 3 dernières années. Mais là, sur les entreprises qui versent un dividende en novembre, il y en a quand même un petit nombre. Et là, c'est un peu plus qu'en octobre en tout cas. Et c'est encore une entreprise néerlandaise qui est arrivée en première. Et cette fois-ci, il s'agit de l'entreprise ASML. L'entreprise ASML, c'est l'un des leaders mondiaux de la fabrication des machines de photolithographie pour l'industrie des semi-conducteurs. La photolithographie, il s'agit de l'ensemble des opérations qui permettent de transférer une image vers un substrat. L'entreprise a été fondée en 1984 du côté des Pays-Bas et ses effectifs sont notés en 2020 en équivalent temps plein en tout cas à 28 073 personnes pour être exact. Un peu plus de précision sur l'activité, c'est la production de machines de photolithographie pour l'industrie de semi-conducteurs comme nous l'avons dit, et la photolithographie plus précisément, cela consiste à graver les circuits intégrés sur des galettes de silicium qui constituent la matière première des industriels des semi-conducteurs. C'est une étape cruciale, la plus risquée et la plus coûteuse dans le procédé industriel de fabrication des semi-conducteurs. Si nous allons voir un peu plus en détail sur ce premier fabricant mondial de matériel de lithographie qui est destiné à l'industrie des semi-conducteurs, nous pouvons voir la répartition du chiffre d'affaires et celui-ci se fait comme suivant. C'est-à-dire tout d'abord 73%, donc une grosse majorité, c'est la vente de matériel de lithographie pour ces sociétés, pour les clients. Le groupe propose également des produits et des composants optiques de lithographie. Ensuite, il y a un peu plus de 25% des prestations de services pour accompagner les clients. Et donc, c'est la suite, c'est l'autre partie, en plus de la vente de matériel. Au niveau géographique, la répartition, c'est 3% en Europe, du côté de Taïwan énormément, avec 33%, du côté de la Corée beaucoup aussi, avec 29%, du côté de la Chine 16%, et du côté des États-Unis 11% et 3% Japon et 0,6% Singapour. Donc très orienté Asie, mais dans tous les cas bien implanté dans le monde entier. Pas de souci pour cette grosse société européenne et qui fait partie de l'Eurostock 600, du Stoxx Europe 600 et donc du coup du vert côté business. La capitalisation boursière, elle est très grosse, elle est de 255,76 milliards d'euros. Aucun problème pour ce critère, c'est du vert. Du côté des résultats, le résultat net en jaune sur le graphique, eh bien vous voyez que le résultat net en jaune sur le graphique, ça se voit à l'œil nu, même si on pouvait avoir un doute en 2019, mais voilà, c'est une toute petite hausse par rapport à l'année 2018, et donc c'est en hausse année après année, sans discontinuer, sans fausse note, et c'est la même chose pour le chiffre d'affaires qui est en vert. Et donc du coup, c'est un troisième critère en vert. Le cours de bourse, eh bien lui, il est très haussier. Vous voyez la hausse sur 5 ans, c'est 477,61% de hausse, donc très largement supérieur à 5% par an en moyenne. Et si nous prenons par rapport au 11 janvier 2019, donc sur les 3 dernières années, et bien là aussi nous avons 345,38% de hausse, donc c'est une énorme hausse, même si on voit que pendant les derniers mois c'est un peu plus chaotique. Mais en tout cas, pour notre critère, sur 3 ans et sur 5 ans, c'est largement haussier, très haussier, et c'est donc du vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 53,20. Il est donc largement au-delà des 35, et donc un PER élevé, un indice de cherté qui est assez cher, et donc du coup, un critère que nous mettons en rouge. Passons côté dividende. Et côté dividende, tout d'abord l'historique de ce dividende, et vous voyez que même si ça fluctue un tout petit peu en 2019 et que
ça ne va pas augmenter en 2022 par rapport à 2021 selon les estimations fournies, et bien c'est en augmentation au niveau global année après année, puisqu'entre 2018 et 2022, et bien cela augmente, et il va même plus que doubler ce dividende. Dans tous les cas, donc c'est une hausse globalement, mais pas complètement, on le voit, hein, il y a un peu de chaos là-dedans, et donc du coup, c'est un critère que nous mettons en vert clair. Le rendement du dividende, il est peu élevé, il est de 0,47%, il se situe donc dans la zone entre 0 et 1%, c'est donc un dividende, un critère que nous mettons en orange. Et la santé financière de l'entreprise, le ratio de distribution associé à ce dividende, on voit que par le passé il y a eu des gros ratios de distribution, mais ce n'est plus du tout le cas, et nous regardons les dernières années, et en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, vous voyez que le plus haut c'est 2019 avec 51% seulement de ratio de distribution, donc même le plus élevé des ratios de distribution des 5 dernières années est inférieur à 60%, et donc c'est un dernier critère en vert. Et le bilan pour cette dernière entreprise présentée aujourd'hui apparaît lui aussi positif, puisque les 4 premiers critères sont en vert et seul le PER est en rouge au-delà des 35. Côté dividende, rien d'inquiétant, le rendement est certes assez faible, mais ce dividende est plutôt en augmentation année après année, et le ratio de distribution est parfaitement maîtrisé, et donc la santé financière de l'entreprise, le développement de l'entreprise n'est pas du tout mis à mal, et vous voyez c'est exactement le même bilan que pour Sartorius par exemple, même si bien entendu les chiffres sont complètement différents. Je vous laisse ici avec ce tableau rempli avec toutes ces sociétés, et donc du coup vous voyez donc beaucoup de dossiers positifs pour ces dossiers, puisque ça s'explique notamment puisque j'ai pris les plus fortes croissances des 3 dernières années et pour chaque mois de date de paiement de dividendes. Mais vous voyez que si par exemple c'était ces 10 actions-là qui représentaient votre portefeuille pour avoir un dividende mensuel à peu près équivalent, eh bien il faudrait regarder ici le rendement pour pouvoir l'équilibrer, puisqu'il faudrait effectivement moins de Randstad qui a un gros rendement que tous les rendements qui sont en orange, et il faudrait aussi considérer que ST Microelectronics par exemple verse son dividende en 3 fois, tel comme Randstad le verse en 2 fois, pour équilibrer tout cela. Alors après, à voir à quel point vous êtes un ayatollah au niveau de l'équivalence, mais en tout cas ça peut vous donner comme ça, même si ce n'est pas pile poil équivalent, des dividendes un peu au fur et à mesure toute l'année, et comme je vous l'ai proposé et dit en tout cas, vous pouvez quand les dividendes interviennent toute l'année au fur et à mesure, réinvestir pour les dividendes qui vont arriver les mois d'après, et ainsi faire encore plus d'intérêt composé que si vous aviez des dividendes uniquement annuels. Voilà pour aujourd'hui pour ce graphique, pour cette stratégie à dividende mensuel. Je vais continuer la liste des sociétés, vous prendre celles qui sont arrivées en deuxième et ainsi de suite. Mais en tout cas, je vais continuer les vidéos sur les différentes stratégies. Celle-ci, j'ai encore des sociétés à présenter sur les dividendes aristocrates notamment, et puis après d'autres stratégies telles que la value et la croissance. La value dont vous entendez forcément parler de la rotation sectorielle actuelle, en tout cas qui a eu lieu avec une hausse qui a commencé début décembre sur les values. Et en tout cas, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.